Bonjour à tous et bienvenue pour la fiche numéro 11. Alors avant de traiter l'exercice 1, je vais vous faire une introduction sur finalement les distributions de charges. En effet, jusqu'à présent, on a vu des champs qui résultaient de distributions uniformes de charges. Mais finalement, est-ce qu'on a toujours des distributions uniformes? Alors, le point numéro 1, on va prendre un exemple qui est d'ailleurs un exercice qui est traité dans le fascicule, qui est le suivant. Si je considère un fil chargé, si je considère une spire chargée, en tout cas j'ai le potentiel V0 pour le fil et V1 ici pour la spire, de toute évidence on va avoir l'influence de V0 portée par le fil sur la spire, donc influence fil spire, et puis l'inverse, c'est-à-dire que la spire va également avoir de l'influence sur le fil. Ce qui veut dire que forcément, la répartition des charges sur le fil et sur la spire ne va plus être uniforme. L'influence du fil va faire que je vais avoir plus de charges dans la zone qui est à proximité du fil, et inversement, l'influence de la spire va modifier la distribution de charges sur le fil. Et donc, on voit bien que on a déjà dans un système qui comprend deux conducteurs qui ne sont pas symétriques ou qui n'ont pas les mêmes symétries, que la distribution n'est pas uniforme. Donc on a une distribution non uniforme. Alors il faut quand même se dire que c'est le cas dès qu'on va avoir un système comportant plusieurs conducteurs à des potentiels différents, ou plusieurs dispositifs à des potentiels différents, et que plus on va avoir de charges ou de zones de charge, de distribution de charge, et toutes ces charges vont influer les unes sur les autres, enfin toutes ces distributions vont influer les unes sur les autres, et l'on aura des distributions qui ne seront pas uniformes. Ce qui veut dire que dans la fiche 11, on s'est intéressé au cas où on pouvait décrire la distribution de charge par une fonction. Donc distribution décrit suivant une loi finalement. Ce sera l'objet de l'exercice 1. Mais avant de véritablement traiter l'exercice 1, j'aimerais juste donner quelques exemples. Puisque la difficulté sera à ce moment-là de calculer quelle va être la charge Q portée par le conducteur. Supposons qu'on ait un fil et on nous donne une densité linéique de charge par lambda qui sera égale à AX, donc j'aurai O ici, j'ai l'axe OX qui serait comme ceci, mon fil fait une certaine longueur L, et finalement je peux me dire que on sait que lambda c'est égal à d2q sur dx. Alors, par définition, c'est dl, mais ici, la longueur, si je prends un petit élément de longueur du fil,
ce serait dl, et qui serait égal à dx, puisque la variable qui décrit finalement le fil, bah, c'est la variable x. Donc dans mon cas, ce serait d de q sur dx. Le lambda, s'il est décrit par une fonction linéaire de type ax, ça veut dire que dq sur dx sera égal à ax. On va en tirer donc dq qui sera égal à ax d de x, ce qui veut dire que, eh bien, je peux faire la somme, j'ai donc eu la charge dq portée par dx, par l'élément de longueur dx, et je sais que juste à côté, je vais avoir dq1, dq2, dq3, dq infini finalement. Donc j'ai une superposition de petits segments infinitésimaux, chacun portant la charge dq. Et donc si je veux avoir la charge totale q, eh bien ce sera la somme de tous les dq, et ce sera la somme de tous les ax dx, et il va falloir que je prenne les x allant depuis 0, puisque j'étais à l'origine, jusqu'à la valeur L ici, donc de 0 à L. Ce qui va me donner A, L. Pardon, je fais la primitive. A sur 2 x carré pris entre 0 et L, c'est-à-dire AL au carré sur 2. Et j'ai ainsi pu déterminer la charge totale en tenant compte du fait que chaque élément chargé ici va porter une charge un peu différente puisqu'elle dépendra de sa position. Et donc si on prend les choses de manière générale, on aura Q qui sera égal à la somme des lambda de L d de L. Et ça en sommant sur toute la longueur du fil. La grande question est, ici j'ai pris d de L qui était dx, puisque finalement j'étais selon un seul axe en une seule dimension en cartésienne, et on a dl qui sera égal à dx si on est sur un axe. Un autre cas qui peut être traité également, ce serait le cas de la spire, puisque j'avais la spire ici. Je prendrai un élément d de L sur la spire, et cet élément d de L qui est sur ma spire, eh bien si je connais R ici, je pourrais définir un angle qui serait dθ, et on voit que on a à ce moment-là que dl serait égal à R dθ. Et donc là, finalement, ça c'est un axe en cartésienne. Et là, ce serait une spire. Et on se réfère aux coordonnées polaires. Bon, pour la ligne, c'est pas très compliqué. Alors, je vais bien mettre exemple au pluriel ici. Prenons maintenant une densité surfacique de charge. Dans le cas d'une densité surfacique de charge, je peux prendre que sigma, par exemple. J'ai un plan avec les coordonnées x et y, OX, OY. Je prends un petit élément de surface ds, et on voit que ds aurait pour côté dx et d de y. Supposons que sigma est égal à ax plus by, par exemple. Eh bien, on va faire la même chose. Sigma, c'est égal à d de q sur ds. Donc, ce qui veut dire que d de q va être égal à sigma d de s.
Et dans ce cas-là, d de S, on voit immédiatement, c'est d de x fois d de y. Donc c'est sigma d de x, d de y. Bien évidemment, j'ai pris une fonction ultra simple avec ax plus by, ce qui va me donner que d de q sera ax plus by facteur de dx dy. Et si j'intègre, si je suis entre 0 et grand L ici et 0 et grand L ici, on voit qu'on serait dans le cas où on aurait 1 demi de ax carré plus by carré plus 1 demi by carré entre 0 et grand L et entre 0 et grand L, ce qui me donnerait finalement, c'est la généralisation de ce qu'on a vu tout à l'heure, 1 demi de AL au carré plus 1 demi de BL au carré. Et là, j'aurai la charge Q. Alors, bien évidemment, même chose que précédemment, je me suis placé sur un élément qui est un élément de surface en coordonnées cartésiennes, un morceau de plaque finalement, carré ou rectangulaire, avec dx et dy, et on voit que ds est égal à dx, dy dans ce cas-là. On pourrait aussi prendre un morceau de disque, on aurait le ds ici. Ici, ce serait une variation du rayon, donc j'aurais d de petit r ici. Si j'ai un rayon r et que j'ai une variation dθ, on voit immédiatement que la longueur de ce segment va être égale à r dθ. Il faut s'imaginer que dr et dθ sont infiniment faibles, sont extrêmement faible, même aussi faible que l'on veut. Ce qui veut dire que finalement, on est en train d'approximer, en faisant ce calcul, des éléments courts par des morceaux de droite. Ce qui veut dire que la surface ds que je trouve ici, on l'approxime par un morceau, un rectangle, et on va dire que ds, dans ce cas-là, serait égal à d de r que multiplie bien, r dθ, ce qui me permet finalement d'écrire R d de R, R d de R d θ. Et là, si je mets des grands R, c'est grand D de grand R. Donc on voit que le D de S, on va l'adapter aux symétries du problème suivant le choix de coordonnées qu'on va choisir et suivant la géométrie que l'on a choisie. On reste quand même sur des géométries simples, des carrés, des rectangles et des éléments de disque. Et ça n'est pas plus difficile que ça. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant si je me place dans le cas d'un élément de volume? Et dans le cas d'un élément de volume, eh bien, on sera obligé, on va définir un ρ qui va dépendre d'une variable qui serait, par exemple, A, R. Alors, on sait que ρ, c'est d de q sur dv. Et dans ce cas-là, le q, finalement, d de q, sera égal à ρ d de v. Bien évidemment, si d de v est un morceau de cube, d de v serait égal à d de x fois d de y fois d de z. Mais là, on voit bien que la variable, ici, c'est r, donc il va falloir se placer dans un système de coordonnées différent. Et le système de coordonnées que l'on peut prendre pourrait être, par exemple, les coordonnées cylindriques. Si je me place en coordonnées cylindriques, j'ai donc un cylindre
Et un élément de ce cylindre serait défini par un angle ici dθ. Ici, j'aurai un élément de hauteur d2z et le petit élément de cylindre ici aurait pour longueur d2r. Ce qui veut dire qu'en cylindrique, d2v serait égal à un élément sur le cercle donc ça veut dire que cet élément sur la base du cercle revient exactement à celui que l'on a calculé au précédemment, ce serait r dθ dr. Et on va l'élever selon la verticale, ce qui va faire un r dθ dr dz. Alors vous voyez que j'ai eu quelques difficultés à faire mon dessin correctement. Et si on a vraiment une symétrie sphérique, comment cela va-t-il se passer? Donc ça, ce serait en cylindrique. Et ça, ce serait en cartésienne. Et en sphérique, eh bien, vu les difficultés de dessin que j'ai décidé de rajouter, d'utiliser du dessin sur ordinateur pour vous le présenter. Et on va voir que d2v sera égal à r2 sinus θ dθ dφ d2r. Et on voit ça dans l'animation qui suit. On va s'intéresser aux éléments de volume petit dv infinitésimaux. Alors on va montrer comment on établit le fait que dv a cette forme-là en utilisant les coordonnées sphériques. On considère les angles θ et φ pour repérer un point M ainsi que le rayon petit r. Alors si je projette M sur le plan horizontal, le rayon, la longueur de cette distance-là sera égale à petit r sinus θ. Ce qui va me permettre de déterminer la longueur du segment vert en multipliant r sinus θ par dφ. De même, j'aurai la petite longueur bleue, sachant que le rayon est grand R de O à M, que j'ai dθ, la longueur en bleu sera r dθ. Et la longueur en rouge correspondra à dr. On pourra donc en déduire le volume dV considéré comme parallélépipède rectangle. Alors je vous rappelle, au MCR, donc on va avoir D2R pour le volume en rouge. On aura de la même manière R dθ en ce qui concerne la longueur que j'ai entourée en rouge. Donc là on aura le parallélépipède rectangle et R sinus θ dφ pour la longueur entourée en vert, d'où le volume dV. Donc on vient de voir le calcul du volume dV. On va maintenant donc appliquer ce calcul-là et cette expression-là au cas de la sphère. Donc si j'ai une sphère de rayon grand R et on me donnait ρ qui est égal dans le premier exercice qui est égal à R. Je vais calculer la charge. Rho sera égal à d2q sur d2v. Donc on voit que d2q sera égal à rho d2v. Et ce sera donc égal rho à r. Et d2v, je viens de le calculer, il sera égal à r2 sinus θ dθ d de φ, d de r. Donc finalement Q sera à AR cube et je vais faire une intégrale triple sur sinus θ dθ
D2φ, D2R. Alors, comme on voit que l'expression que l'on a ici, eh bien, R est seul, finalement, ne dépend pas ni de θ ni de φ, donc il n'y a pas de relation entre les grandeurs qui lient les différentes variables que l'on a dans l'intégrale. On peut donc séparer à ce moment-là l'intégrale triple en un produit de trois intégrales, qui serait la somme des R cubes d de R, que multiplie la somme des sinus θ dθ, que multiplie la somme des d de φ. Alors il va falloir simplement, pour être exact, ça ce serait surtout le volume, préciser les bornes d'intégration à ce niveau-là, au niveau de chacune des intégrales. Alors c'est pas très complexe, puisque on voit que pour petit r, il va varier entre 0 et grand R. Donc petit r varie entre 0 et grand R. L'angle φ était l'angle qui, par rapport à la verticale, était un angle de rotation autour de la verticale. Donc on va le faire tourner de 2π. Donc φ va varier entre 0 et 2π. Par contre, l'angle θ, je vous le rappelle, l'angle θ, c'était un angle qui existait entre l'axe vertical et le point M, si mon point M était ici. Donc θ va varier de 0 à π. Et θ varie de 0 à π. Ce qui va me permettre donc de les faire figurer dans mon intégrale près. Je vais aller entre 0 et R ici. θ entre 0 et π. Et ici, entre 0 et 2π. Donc finalement, Q sera égal à 1 quart de A grand R à la puissance 4, phi que multiplie 2π, que multiplie cosinus θ, pris entre 0 et π, alors il faut juste vérifier, est-ce que c'est entre 0 et π ou entre π et 0. Donc si on veut partir non pas sur un angle dans le sens négatif, mais sur un angle dans le sens positif, ce sera entre π et 0 ici, donc entre π et 0 ici, ce qui veut dire que ce terme-là sera égal à 2. Donc on aura Q qui sera égal. Alors 2 fois 2, ça fait 4π. 4π divisé par 4, ça me donne π à R à la puissance 4. Donc ça y est, maintenant, je connais quelle est ma charge. Et donc il faut bien se méfier, si la distribution de charge n'est pas uniforme, on se rend compte que pour un élément de volume, eh bien Q sera l'intégrale triple des ρ de V que multiplie D de V, avec un choix de D de V qui devra être bien adapté en fonction du type de coordonnées. On va pouvoir donc maintenant revenir à notre exercice 1. Où, dans le cas de cette distribution de charge, eh bien, on nous demandait de déterminer quel était le champ E. Alors, on a cas numéro 1.
où on va être en dehors de la sphère, donc où petit r est supérieur ou égal à grand R. Donc mon point M, si je refais une figure, j'ai ma sphère qui est chargée, avec la charge Q que je viens de calculer précédemment. Donc avec cette charge Q, je me place en un point M qui est extérieur. Je pourrais faire, comme je l'ai fait dans les exercices précédents, ma sphère de Gauss qui aurait pour rayon petit r, sachant que ma sphère a pour rayon grand R. On voit que le champ E, le flux du champ E sera égal à la somme sur une surface fermée dE ds. La surface que je choisis sera la surface de Gauss qui passe par mon point M qui est sur cette surface. Bien sûr, là j'ai un produit scalaire. Sachant qu'on a une sphère, le champ est radial, la charge était positive, donc le E sera orienté vers l'extérieur, ds sera orienté lui aussi vers l'extérieur et sera collinéaire pour des raisons de symétrie. E et ds sont collinéaires, donc on peut l'écrire comme étant l'intégrale double dE ds, et ça, ce sera la charge enfermée, c'est-à-dire le petit q que j'ai calculé là, sur epsilon 0. Ce qui va me donner que E que multiplie ds, c'est la surface de ma sphère de Gauss, donc c'est 4 pi petit r au carré sera égal à q pi a r4 pi petit a grand R à la puissance 4 sur epsilon 0, d'où E sera égal à, les pi vont se simplifier, je vais diviser par 4R2 ici, donc il me restera AR4 sur epsilon 0, 4 epsilon 0, petit r au carré. Immédiatement, je vais calculer mon potentiel. E est égal à moins gradient de V. Alors, j'ai pas mis le E ici. Le gradient, eh bien, il va varier selon, au fur et à mesure que l'on va s'éloigner de la sphère, donc en fonction de R. Donc, ce sera moins d2V sur d2R que multiplie petit u, où petit u serait un vecteur unitaire qui irait du centre de la sphère O vers le point M. On peut évidemment, E est dirigé selon petit u, donc si j'avais mis un vecteur ici, j'aurais mis petit u, et donc ça sera égal à AR4 sur 4 epsilon 0 R carré. Ce qui veut dire que d2v sera égal à moins AR4 sur 4 epsilon 0 R carré que multiplie d2r. Je fais la primitive, donc v sera égal à la primitive de AR4 sur 4 epsilon 0, primitive de moins 1 sur R carré d2r, plus une constante V0. Et on en déduit ainsi que V sera égal à AR4 sur 4 epsilon 0 que multiplie 1 sur R plus V0. Maintenant, on en déduit par les conditions limites. Que si petit r tend vers l'infini, les charges qui sont contenues dans la sphère n'auront plus aucune, auront une influence négligeable. Si je me mets sur Saturne, il serait étonnant que cette petite sphère crée un potentiel au niveau de Saturne.
même si en théorie ce potentiel existe. Et je vais avoir donc finalement que, eh bien, le terme en AR4 sur 4 epsilon 0, si R tend vers l'infini, il tend vers 0, donc V0 va tendre vers 0, et on prendra donc V0 égale à 0. D'où V sera égal à AR4 sur 4 epsilon 0. Maintenant, le deuxième cas, c'est le cas où on va avoir petit r qui est inférieur ou égal à grand R. On sait que à ce moment-là, le flux, alors si je refais ma sphère chargée, on se place en un point M qui est à l'intérieur avec un rayon petit r qui est inférieur à grand R. Je peux tracer ma sphère de Gauss et toute la première partie sera identique, donc le flux sera égal à E que multiplie 4pi R2 qui doit être égal à la charge contenue dans la sphère de rayon petit r. Alors, à Q interne, je vais l'appeler comme ça, sur epsilon 0. Tout à l'heure, quand on avait fait la résolution, on avait intégré on avait Q qui était égal, et je vais reprendre l'expression qui était égale à un AR à la somme des AR carré que multiplie R d de R sinus θ dθ dφ. Alors, si on regarde, rien n'a véritablement changé. On aura bien la somme entre AR3 d de R, somme des sinus θ dθ, somme des dφ. Là, ça varie toujours entre 0 et pi. Là, entre et 2 pi. Là, entre pi et 0. Donc celle-là vaudra toujours 2. Celle-là vaudra toujours 2 pi. Sauf que maintenant, au lieu de sommer entre 0 et grand R, on va sommer entre 0 et la valeur de grand R qui serait égale à petit r, finalement. C'est-à-dire que, jusqu'à la valeur petit r. Ce qui va me donner un quart de AR4 que multiplie 4pi. Et donc là, on aura un A pi petit r4. Donc, et si je mets mon flux, mon E, il sera donc égal à 4 pi E que multiplie 4 pi R2 sera égal à mon Q interne que je viens de calculer, c'est-à-dire A pi R4 que divise epsilon 0. Et donc, on voit que E doit être égal, les pi s'en vont, à R carré sur 4 epsilon 0. Donc, à l'intérieur de la sphère, eh bien, on aura une variation en R carré, et à l'extérieur de la sphère, on a une variation qui est en 1 sur R carré.
Alors on va calculer le potentiel. E est égal à moins gradient de V est égal à moins d de V sur d de R petit u, ce qui me conduit à dire que AR carré sur 4 epsilon 0 doit être égal à moins d de V sur d de R, et donc V va être égal à la primitive de moins AR carré sur 4 pi epsilon 0. Alors pourquoi j'ai mis un pi, je ne sais pas. C'est l'habitude, donc de 4 epsilon 0 d de R plus V0. Donc je prends la primitive et ça va me donner un A sur 3 fois 4, 12 epsilon 0 R au cube plus V0. Alors on va déterminer la valeur de V0 et on va le faire comme on l'avait déjà fait dans un exercice précédent. On va dire que le potentiel doit être une valeur, une grandeur qui est continue si petit r égale à grand R. Donc V, bien sûr, qui dépend de R, V de R est continu en petit r égale à grand R. Et si je mets grand R donc au-dessus, on a moins A sur 12 epsilon 0 grand R au cube plus V0 qui doit être égal à l'expression du potentiel que j'ai trouvé précédemment quand on est à l'extérieur du cube, c'est-à-dire A R à la puissance 4 que divise 4 epsilon 0. 4 epsilon 0 grand R. Donc on va en tirer V0 et V0 doit être égal à R3 sur 4 epsilon 0 plus AR3 sur 4 plus 12 epsilon 0. Donc si je veux des douzièmes, je multiplie celui-là par 3. Ça fera 3A sur 12 epsilon 0. Là j'ai 3 plus 1, ça me fera 4 sur 12 epsilon 0. Et 4 sur 12, ça fait un tiers. Un quart plus un douzième. Ça me donne 4 douzièmes, c'est-à-dire un tiers. Donc on doit avoir du AR cube sur 3 epsilon 0. Ce qui veut dire que finalement, V de R, pour respecter cette condition de continuité, doit être égal à 4 AR cube sur 12 epsilon 0, ma constante, moins A petit r cube sur 12 epsilon 0, que je réécris finalement comme étant égal à A sur 12 epsilon 0 facteur de 4 r cube moins petit r cube. Et ça y est, j'ai pu trouver mes champs et mes potentiels pour mon problème.
Donc pour effectuer les tracés, on va reprendre les expressions de E et de V. Au passage, ici pour V, j'avais oublié le petit r, bien sûr, au dénominateur. Donc E, c'est AR4 sur 4, epsilon 0, R2. Et ce que je vais faire, c'est que je vous propose, je vais les tracer, renoter tout ça, pour continuer la vidéo et passer et finir cette vidéo. Je vous retrouve dans quelques minutes. Donc je vous retrouve après avoir tracé les courbes. Donc on s'aperçoit que pour le champ E, si on est inférieur à grand R, l'expression est en AR2, donc c'est une fonction carrée, donc ça va être une parabole, un morceau de parabole. Et si on est supérieur au rayon, on a une décroissance en 1 sur R2, donc on a une décroissance en 1 sur R2 à ce niveau-là. On atteint bien le maximum en R, qui va être, si je remplace ici, AR carré sur 3 epsilon 0, ou encore ici, AR carré sur, 4 epsilon 0 sur 4 epsilon 0, valeur que j'ai pu reporter ici. Dans le cas du potentiel, j'avais V2R qui était donc une fonction cube quand on avait, et là c'était petit r était inférieur ou égal à grand R, et là c'était petit r supérieur à grand R, hein, bien sûr. Donc je vais avoir, pour une valeur supérieure à grand R, une décroissance en 1 sur R que l'on constate ici, et là une constante moins R au cube qui va avoir une décroissance qui aura la forme suivante. Alors si on prend la valeur pour grand R égale à petit r, on a du AR cube sur 4 epsilon 0 que l'on retrouve sur le graphique ici. Et puis finalement la valeur maximum, c'était le cas où petit r était égal à 0. Donc si je mets petit r égale à 0 ici, j'ai du 4 sur 12, ça me fait donc du AR cube sur 3 epsilon 0, AR cube sur 3 epsilon 0. Voilà, ça y est, donc on y est arrivé. Je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et vous souhaite une bonne continuation dans la résolution de ces exercices. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.